Messieurs, l'engagement de tous, autorités judiciaires et services de police, pour parvenir à l'interpellation d'Abdel Hakim Dekar a été total. Je tiens à titre liminaire à féliciter l'ensemble des forces de police impliquées dans ces investigations et en premier lieu la direction de la police judiciaire parisienne, plus particulièrement la brigade criminelle qui a travaillé sans relâche depuis sa saisine lundi. Je tiens aussi à souligner la rigueur, le professionnalisme et l'implication des magistrats de mon parquet, de la section P12, donc la section de la permanence criminelle. Lundi, je m'exprimais déjà sur cette affaire pour lancer dans l'après-midi l'appel à témoins, photo à l'appui, que vous avez tous largement relayé, ce dont je vous remercie. La diffusion de cet appel à témoins, illustré de 3 clichés photographiques, a en effet été particulièrement déterminante. L'enquête a connu un tournant décisif en tout début de soirée hier, lorsqu'un homme né en avril 1981 s'est présenté au commissariat de police de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine pour venir révéler qu'il connaissait l'homme dont il avait vu les clichés photographiques diffusés dans la presse. Ce témoin a immédiatement communiqué aux policiers l'endroit où se trouvait le tireur présumé, en l'occurrence dans un véhicule automobile garé dans un parking souterrain situé à Bois-Colombes, renseignements qui ont conduit, avec toutes les précautions de sécurité nécessaires, la brigade de recherche et d'intervention à l'interpeller. Trouvé dans un état semi-conscient, il avait en effet absorbé des médicaments, Abdel Hakim Dekar a été placé en garde à vue hier à 19h05 très précisément, avec une notification des droits différés compte tenu justement de son état de semi-conscience. Il a été placé en garde à vue de plusieurs chefs. D'abord du chef de tentative au pluriel, d'assassinat, pour les 3 faits. Les premiers du vendredi 15 novembre 2013, vers 7 heures, donc 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris 15e, dans le hall de BFM TV, la victime étant le rédacteur en chef de la chaîne télévisée. Les seconds faits sont ceux du lundi 18 novembre 2013 à 10 heures, 12 rue Béranger à Paris 3e, dans le hall du quotidien Libération. Victime, un jeune photographe de 23 ans. Les 3e faits tentatives d'assassinat sont ceux commis le lundi 18 novembre 2013 à la Société Générale de la Défense à 11h40, 104 passage Valmy à Puteaux, avec des victimes qui restent à identifier. Il a aussi été placé en garde à vue pour des faits d'enlèvement et séquestration qui correspondent aux faits commis le lundi 18 novembre 2013, donc entre la rue Berthelot à Puteaux, vers 11h15, et la place de l'Étoile à Paris. La victime étant un homme automobiliste né en 1951, pris en otage donc par notre homme pour le conduire et le déposer sur les Champs-Élysées. Autant de faits que de victimes donc, victime dont l'un, le jeune journaliste de Libération, a été atteint très gravement physiquement, même si son état évolue aujourd'hui favorablement. Une victime physique donc, un choc traumatique psychologique aussi pour toutes les autres victimes, victimes journalistes à BFM et témoins qui se trouvaient dans le hall d'accueil du journal Libération, ainsi que l'homme né en 1951 pris en otage entre Puteaux et les Champs-Élysées. Dès lundi, la thèse d'un auteur unique était privilégiée et cette thèse s'est confirmée de manière irréfutable après le rapprochement ADN effectué par le laboratoire de police scientifique dans la nuit. Les vérifications effectuées par ce laboratoire ont en effet permis de déterminer l'unicité de l'ADN figurant sur les traces qui avaient été découvertes à la fois sur la douille saisie dans les locaux du journal Libération, sur la cartouche retrouvée devant la tour de la Société Générale à la Défense et sur la portière du véhicule qui avait donc servi à l'amener puis à le déposer place de l'Étoile. Cette unicité d'ADN, je vous le rappelle, a conduit, après concertation avec le procureur de Nanterre, à ce que le parquet de Nanterre se dessaisisse des 2 procédures enquêtes qui étaient en cours chez lui, au profit du parquet de Paris, qui a donc regroupé l'ensemble des procédures à la brigade criminelle. Nous disposions donc d'un ADN exploitable. Cet ADN n'a toutefois pas permis d'identifier à ce stade des investigations l'auteur des faits, puisque l'ADN a donc été envoyé au fichier national des empreintes génétiques, dans lequel il a tourné. Ça n'a pas permis d'identifier l'auteur des faits.
Il n'y a là véritablement pas grand-chose d'étonnant puisque le FNAEG, Fichier national des empreintes génétiques, a été créé par la loi du 18 juin 1998, à l'époque, pour les seuls auteurs d'infractions sexuelles, et son champ d'application n'a été étendu à d'autres infractions que par les lois du 15 novembre 2001 et 18 mars 2003, cette dernière loi ayant notamment visé l'association de malfaiteurs, infraction pour laquelle, je vous le rappelle, Abdelhamid Dekar a été poursuivi et condamné le 30 septembre 1998 à la peine de 4 ans d'emprisonnement par la Cour d'assises de Paris. Il avait été placé en détention provisoire le 19 octobre 1994 et était sorti de prison le 7 octobre 1998. Il se trouve donc par rapport à ces faits en état de récidive criminelle. Cet ADN exploitable a bien sûr largement servi pour la suite des investigations puisque lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de stationnement du véhicule dont se trouvait Abdelhamid Dekar, cette interpellation a permis effectivement un prélèvement ADN et les vérifications ont permis de démontrer que l'ADN d'Abdelhakim Dekar correspondait exactement à l'ADN figurant sur les 3 scellés que j'évoquais tout à l'heure, donc douille, cartouche et portière du véhicule. Pour revenir sur le témoignage décisif de la personne qui a conduit à l'interpellation du tireur présumé. Cette personne a expliqué avoir rencontré Abdelhakim Dekar il y a 13 ans à Londres, alors qu'elle se trouvait là-bas pour rechercher du travail, à une époque où Abdelhakim Dekar, lui, travaillait à la tête d'un restaurant de restauration collective. Ce témoin explique donc l'avoir rencontré il y a 13 ans, avoir gardé des contacts avec lui, l'avoir accueilli pendant ces années plusieurs fois chez lui en France pour de courts séjours réguliers. Il explique que plus récemment, en juillet 2013, Abdelhakim Dekar était venu chez lui avait-il dit, pour passer un mois de vacances avant de repartir en Angleterre. En réalité, toujours selon le témoignage de l'hébergeur, il n'est pas reparti en Angleterre et serait resté chez lui jusqu'au 10 novembre 2013. L'hébergeur a alors expliqué aux enquêteurs qu'il était en fait parti passer quelques jours en vacances à l'étranger et qu'il était rentré chez lui le lundi 18 novembre au soir. Le lendemain, mardi 19 novembre, dans l'après-midi, il avait pris connaissance en lisant la presse des clichés photographiques qui avaient été diffusés et reconnu donc le visage de son ami à l'allure générale et aussi aux vêtements qu'il portait. Il avait donc reconnu celui qui l'hébergeait. L'hébergeur a ajouté que Abdelhakim n'avait, en tout cas à sa connaissance, pas de téléphone portable et qu'il n'avait donc pas pu le joindre par téléphone. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, donc dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h30 du matin, alors qu'il rentrait chez lui, l'hébergeur a vu le mis en cause dans le hall de son immeuble. Il lui a alors immédiatement indiqué qu'il l'avait reconnu à la télévision, qu'il ne souhaitait plus l'accueillir chez lui, et Abdelhakim Dekar lui a fait part de son intention de mettre fin à ses jours, puis a évoqué de façon relativement succincte, alors qu'ils se rendaient tous les deux vers le parking souterrain où se trouvait la voiture dans laquelle on l'a découvert, les faits qu'il avait commis à Libération. Dans la voiture stationnée dans le parking souterrain, les enquêteurs ont découvert une lettre avec les dernières volontés, lettre donc écrite, lettre dactylographiée a priori de Abdelhakim Dekar, une paire de lunettes qui est celle qui apparaît sur les vidéos et des médicaments dont du Xanax, qui est un calmant, et de l'Imovan, qui est un sédatif hypnotique. À cette heure, ni l'arme, ni les vêtements portés pendant la commission des faits n'ont été retrouvés. A aussi été remise aux policiers par l'hébergeur une lettre non datée dans laquelle le tireur présumé évoque de manière plutôt confuse un complot fasciste. Il accuse, je cite, entre guillemets, je cite, les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère, je ferme les guillemets. Il stigmatise ensuite tour à tour le capitalisme, la gestion des banlieues, qui s'apparente pour lui, je cite, à une entreprise de déshumanisation portant sur des populations dont le grand capital ne veut pas. On peut noter à ce propos que les experts psychiatres qu'il avait examinés dans le cadre de l'affaire dite Florence Ray avaient relevé à l'époque, je cite là aussi, un discours riche et fleuri révélateur de tendances affabulatoires.
L'enquête, vous le savez, ne fait que commencer. Les enquêteurs doivent maintenant procéder à l'audition de Abdelhakim Dekar. Il est maintenant audible selon les médecins. Les enquêteurs vont donc devoir poursuivre les investigations. Il est donc difficile de vous en dire plus aujourd'hui, mais nous vous tiendrons bien sûr informés des développements des investigations.